Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Aurélie, bonjour Philippe. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Studio Lacan. Aujourd'hui, au programme de notre rubrique Un divan dans le monde, nous recevrons Daniel Hervieux-Léger. Plus tard dans l'émission, pour l'écho de la culture, nous recevrons notre collègue Hélène de la Bouillerie. Et enfin, pour la rubrique Actualité de la psychanalyse, Philippe Degeorges s'entretiendra avec nous sur les 52e journées de l'ECF. L'Église catholique va mal, en France et dans le monde, et les symptômes de son effondrement sont nombreux. Confrontée à la déperdition de ses fidèles pratiquants, à la forte décrue de son clergé, gravement ébranlée et délégitimée par la crise des abus sexuels, en passe d'être expulsé de la culture commune, le catholicisme semble se fracasser sur les transformations du monde contemporain. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée, la sociologue des religions Daniel Hervieux-Léger, directrice d'études à l'EHESS, auteur avec Jean-Louis Schlegel, c'est une conversation, du livre « Vers l'implosion », qui est paru au Seuil en mai dernier. Une série d'entretiens sur le présent et l'avenir du catholicisme. Bonjour Daniel Hervieux-Léger. Bonjour. Nous vous remercions tout d'abord chaleureusement d'avoir accepté de converser avec nous pour cette émission de Studio Lacan. Et comme l'indique Jean-Louis Schlegel, le bilan, le diagnostic que vous faites de l'état du catholicisme aujourd'hui est sévère. La question que pose ce livre est simple, mais la réponse que vous lui apportez est complexe. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? C'est ce que nous allons tenter de saisir dans notre conversation. Bonjour Daniel Hervieux-Léger. Bonjour. Je vous propose de commencer avec le terme qui sert de titre à votre dernier ouvrage, implosion. C'est un terme qui a résonné pour nous, notamment en écho à une formule de Jacques Lacan qui, dans les années 70, qualifiait de la religion d'increvable. J'avais eu envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce terme comme axe de ce livre ? Tout simplement le fait que, classiquement, quand on évoque le présent et l'état du catholicisme, on parle de crise, et on parle de crise en général en analysant les facteurs externes qui les ont provoqués. En France, par exemple, l'immense conflagration de la Révolution française, ou en évoquant l'effet de la sécularisation, etc. Mais ce qui, je crois, nous a conduit à choisir ce titre, c'est que nous pensons que l'Église a atteint aujourd'hui un point dans lequel la menace n'est pas externe, elle est interne. Je voudrais dire simplement les choses le plus simplement possible. Le système de défense que l'Église a mis en place depuis en gros la Réforme et jusque à Vatican II pour conjurer les menaces qui se présentaient à elle, que ce soit la menace du schisme avec la Réforme, la menace des grandes conquêtes de l'autonomie avec la Révolution française, avec la modernité politique, etc. Le système que l'Église a mis en place pour conjurer ces menaces, à savoir ce que j'appelle le système romain, eh bien aujourd'hui l'Église est malade du système romain. Ce qui était le dispositif protecteur qu'elle a mis en place pour se protéger contre ces agressions d'un monde qui changeait,
c'est ce dispositif qui est devenu un boulet, un carcan, qui aujourd'hui l'a conduit vers une crise interne gravissime. Au fond, c'est la réponse que fait l'Église qui la menace en retour d'implosion. Plus que ça, c'est pas seulement la réponse qu'elle fait, c'est la manière dont son organisation interne s'est structurée pour faire face à ces menaces, qui aujourd'hui est un facteur de crise interne grave. Et alors, si on évoque disons les facteurs internes d'implosion, ça nous conduit immédiatement, hein, vous ouvrez le livre là-dessus, à évoquer la question des abus sexuels, de la crise, disons, des abus sexuels. Vous dites que le rapport qui a été publié il y a 1 an maintenant, hein, en octobre 2021, le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels a fait l'effet d'une bombe. Et alors je me demandais... quand même, les faits avaient commencé à être révélés et à être connus depuis déjà un certain temps. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans ce rapport et en quoi est-ce que ça a fait l'effet d'une bombe ? La crise des abus sexuels agit comme un formidable détonateur d'une crise qui, bien entendu, est présente en amont. Mais s'il agit à ce point comme détonateur, c'est parce que l'ampleur du travail réalisé par la commission Sauvé, l'inventaire d'un problème dont on savait auparavant qu'il existait et dont d'ailleurs les autorités de l'Église avaient commencé de se saisir, eh bien, la découverte de l'énormité du nombre incroyable des abus a provoqué un choc. Mais il est double, ce choc. Bien sûr, on passe du repérage d'un certain nombre de situations individuelles, scandaleuses ou criminelles, et là on rentre dans un inventaire qui évidemment perturbe considérablement l'institution, mais surtout ce que révèle aussi le rapport Sauvé, et c'est en ce sens à mon avis qu'il est une bombe aussi, c'est qu'il révèle à travers la répétitivité des scénarios d'abus, il révèle le lien qui existe entre un type de structure du pouvoir dans l'Église et l'émergence de ces abus. Et ça, je pense que c'est là que le rapport fonctionne comme un détonateur. Oui, vous faites un lien entre les abus sexuels et ce que vous appelez le cléricalisme en quelque sorte, c'est-à-dire vous montrez, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait que les abus sexuels sont toujours précédés ou accompagnés d'un abus spirituel, hein, au sens où c'est quand même des abus commis par des hommes d'église, c'est des hommes qui ont abusé du statut de sacralité dans lesquels on les plaçait, de leur position morale, de la confiance qui leur était faite. Oui, voilà, le problème, il est très exactement dans le lien qui existe entre un système de pouvoir qui n'est pas en soi un système qui génère en tant que tel la multiplication des viols ou des abus, hein, mais qui est un système de pouvoir qui ouvre la possibilité que le pouvoir donné aux individus au sein de l'institution, et ce pouvoir sacral spécifiquement donné aux prêtres, puisse être en quelque sorte dévoyé par une conception qu'eux-mêmes se font de leur propre autorité. Et effectivement, vous avez raison, il n'y a pas d'abus sexuel sans qu'ils soient liés à des abus spirituels qui sont aussi des abus de pouvoir. Les 3 termes se tiennent. Et ce qu'il y a de systémique, puisque le rapport Sauvé emploie cette formule, quelque chose de systémique dans ce phénomène des abus, c'est précisément le lien qu'il entretient avec le statut que le prêtre, au titre de la sacralité que lui confère son ordination, cette sacralité dont il peut se prévaloir en fait à l'égard de fidèles qui, eux, sont totalement dépourvus de toute capacité d'autonomie, a fortiori s'ils sont des enfants. Donc il y a là, en effet, quelque chose qui est un vice interne qui va, dans un certain nombre de cas, aboutir à des passages à l'acte. Donc le caractère systémique des abus tient au lien qu'il entretient avec la construction sacrale du prêtre, qui est la colonne vertébrale de ce que j'appelais le système romain. Entre le Concile de Trente
et le 19e siècle et la construction à la fois théologique et politique de l'intransigeantisme catholique, c'est-à-dire de la réponse totalement de rejet opposé à la modernité et notamment au cœur de notre modernité, à savoir l'autonomie du sujet, eh bien, ce système de défense qui est en rapport direct avec la manière dont on définit le pouvoir même du prêtre est aujourd'hui ce qui conduit l'Église à découvrir en son propre sein la disposition à l'abus créée par ce caractère exorbitant du pouvoir sacral donné au prêtre. À partir du moment où le prêtre peut se prévaloir d'être en quelque sorte l'incarnation même de la parole divine face à un sujet croyant, on voit bien qu'il devient ce que Castoriadis appelle, ma collègue et amie Irène Théry reprend ce terme pour définir l'emprise, il devient, comme le dit Castoriadis, il devient le maître des significations, et le maître des significations, eh bien, il laisse en face de lui des individus totalement dépourvus de capacité de réponse. Et donc, le phénomène de l'abus trouve son origine dans la manière même de construire le prêtre en alter Christus, en autre Christ, ce qui est très abusif, puisque théologiquement parlant, il est alter Christus dans les actes sacramentaires qu'il pose. Mais quand sa personne entière endosse cette sacralité, et elle le manifeste à l'égard des fidèles dans le caractère séparé de son état physique, il est célibataire, il doit l'être, ce qui est très différent de la situation du moine qui choisit la chasteté, ce qui est un acte autonome et individuel, mais qui ne l'établit pas dans une sacralité particulière. Dans le cas du prêtre, le célibat est la condition d'endossement d'un état sacral qui lui permet d'accomplir des gestes religieux qui, d'une certaine façon, si j'ose dire, déteignent sur l'ensemble des comportements qui peuvent être les siens, en ce sens qu'il est lui-même absorbé, aspiré par la définition sacrale de son état. Oui, sur ce point, en effet, le qualificatif de systémique, vous l'utilisez à plusieurs reprises dans ces conversations, donc dans cet ouvrage. C'est un terme qui est en vogue dans divers champs des sciences sociales actuellement. Je pense par exemple, on entend beaucoup parler du racisme systémique dans d'autres champs. Est-ce que vous pourriez préciser, selon vous, ce que ça recouvre, ce terme de systémique? Et surtout, au fond, je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas un risque, quand on évoque comme ça les abus systémiques, au fond, de les couper complètement de la responsabilité individuelle? Si on donnait au caractère systémique une conception qui lierait mécaniquement l'abus à l'état clérical, il est bien évident que là, on abolit la responsabilité de l'individu. Tous les prêtres, Dieu merci si j'ose dire, tous les prêtres ne sont pas des violeurs ou des abuseurs. Ouais. Hein? Il faut bien comprendre que le système met en place des jalons institutionnels de légitimation qui sont en quelque sorte disponibles pour que des individus pervers, dévoyés, etc., s'en servent. Hein? Donc il faut être bien clair. Parler de système ne signifie pas qu'il y ait une espèce d'enchaînement mécanique à partir de certaines déterminations sociales ou institutionnelles qui conduiraient automatiquement et de façon générale à l'abus. Simplement, il y a des définitions d'un statut, il y a des constructions de la sacralité, il y a des manières qui ont été cultivées par l'institution d'entourer la personne de prêtre d'une dévotion particulière. Il y a surtout la condition séparée dans laquelle le place le célibat, qui fait qu'au fond la sacralité s'étend à son corps même à travers l'état séparé qui le caractérise par rapport au laïc. Et donc c'est tout ça qui fait que ces éléments-là peuvent être mis en jeu par des individus.
Et vous dites que c'est aussi le système de silence qui... Voilà. L'autre aspect, c'est la culture du silence. Je suis très réticente à employer ce qui a été employé par un certain nombre de gens en parlant de culture du viol. C'est pas culture du viol, c'est culture du silence et dispositif institutionnel de la sacralité cléricale possiblement ouvert à son appropriation par des individus dans des conditions dévoyées. Merci Daniela Vieux-Léger. On va faire une petite pause dans cette conversation qu'on reprendra plus tard dans l'émission, parce que maintenant plutôt, il est l'heure de la rubrique L'écho de la culture. Bonjour Hélène de la Bouillerie. Donc nous avons le plaisir de vous accueillir pour cette rubrique Écho de la culture. Vous êtes psychanalyste à Paris, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Et vous allez nous parler aujourd'hui de la pièce Jour de joie. Merci de m'accueillir. Donc Jour de joie, c'est la pièce actuellement mise en scène au théâtre de l'Odéon par Stefan Braunschweig et écrite par Arne Ligre, qui est un auteur suédois contemporain de 54 ans, avec lequel Stefan Braunschweig entretient un véritable compagnonnage artistique, puisque c'est la cinquième pièce de Arne Ligre qu'il met en scène. Le tableau est très beau, la grande scène de l'Odéon est recouverte de feuilles mortes. Seul un long banc trône au milieu de la scène. Dans ce lieu qui est situé à l'écart du monde, entre la rivière et les cimetières, 3 familles se sont donné rendez-vous pour des raisons différentes. Et elles se retrouvent là, par hasard, au même moment. Chacune pensait pouvoir se retrouver tranquillement, mais doit composer avec la présence gênante des autres. Et alors Hélène, quel thème plutôt aborde la pièce ? Alors la pièce tourne autour d'une absence, celle du fils, celle du frère qui a choisi de disparaître et qui est venu l'annoncer à sa mère et à sa sœur. Mais chaque personnage est atteint d'une manière ou d'une autre par une perte. Il parle de questions existentielles, l'amour, la filiation, la séparation, la maternité. Ils s'invectivent, ils se contredisent, leurs voix se mêlent à la conversation. Les échanges sont vifs, drôles, parfois cruels. Ces gens essaient vraiment de se parler, ils pensent parfois se comprendre, mais évidemment, ça rate. Il y a des perles, des phrases de toute beauté. Et il y a aussi toutes sortes de ritournelles qui se répètent. Et alors, qu'en est-il du titre « Jour de joie », ce joli titre qui sonne comme une promesse ? Alors, cette affirmation est énoncée par différents personnages et elle scande la pièce, ainsi que d'autres énoncés comme « c'est sympa »,« j'aime les gens »,« c'est super »,« on est pareil », etc. Et ça crée un effet de répétition presque incantatoire. Ces énoncés auto-persuasifs tentent de conjurer la solitude, la séparation et la fragilité des liens. Ils disent tout l'effort pour essayer d'être ensemble, de donner un sens et une consistance à la vie. Derrière les déclarations d'amour, l'agressivité et les vœux de mort, derrière la joie, la perte de ceux qu'on aime. Et pourtant, on va continuer à vivre et à parler et à repartir dans la musique de la vie. Arne Ligre invente une forme nouvelle grâce à une construction chorale avec des thèmes, avec des symétries, des harmonies qui se déplacent, ce qui fait de la pièce un objet très singulier, évoquant l'art du contrepoint de la musique de Bach. Et alors, selon vous, Hélène, en quoi cette pièce intéresse les psychanalystes ? Alors, le théâtre d'Arne Ligre, ce n'est pas un théâtre qui fouille la psychologie d'un personnage. Les personnages n'existent pas pour leur identité, mais par leur lien à l'autre.
D'ailleurs, dans toutes ces pièces, ils sont désignés par une fonction. Une sœur, une mère, un moi, un autre moi, etc. Dès qu'un personnage entre en scène, il se produit un dédoublement dans sa parole. Cela produit un effet d'extériorité très saisissant, comme un arrêt sur image, une distanciation entre le sujet et ce qu'il dit. Par exemple, le personnage qui joue la mère va dire « Une mère dit « Ça me rend heureuse d'avoir trouvé cet endroit ». La question de ce qu'on dit quand on parle traverse toute la pièce. Sait-on vraiment ce que l'on dit? Est-ce qu'une parole peut être effacée? Les paroles sont-elles des actes? Quand on dit une chose par la dénégation, que dit-on finalement? Et ces questions rejoignent le thème de nos prochaines journées, des 52e journées de l'école de la cause freudienne. Je suis ce que je dis, le suis-je vraiment? Merci Hélène, sans doute que la chronique de Philippe de Georges tout à l'heure poursuivra ce propos-là et ces questions. On va reprendre notre entretien avec Daniel Hervieux-Léger. Est-ce qu'on vous entend, Daniel? Je vous entends. Très bien. Je reviens sur une autre formule que vous employez dans cet ouvrage, celle d'exculturation. C'est une formule qui nous a spécialement intéressés. Vous évoquez une sortie culturelle de la religion. Et à un moment même, vous parlez... vous dites au fond que le catholicisme se voit refoulé du côté d'une piété communautaire. Qu'est-ce qui vous fait... quels sont selon vous les indicateurs de cette exculturation et à quoi l'attribuez-vous? Plutôt que d'indicateurs, il faudrait parler de facteurs de l'exculturation. Bon, d'abord, pour définir le mot, l'hypothèse, parce que ce thème de l'exculturation, je l'ai développé d'une façon plus systématique dans d'autres ouvrages, le cœur de cette hypothèse, c'est le suivant. On sait que depuis en gros 2 siècles et demi, on a assisté à un processus continu de laïcisation des institutions et de sécularisation des mentalités qui a progressivement refoulé la religion, dans la sphère privée, où le catholicisme, comme l'ensemble des phénomènes religieux, s'est trouvé, au fond, assigné à devenir une option individuelle qui n'interdit pas à des individus ne prenant pas cette option de vivre comme des citoyens honnêtes, des pères de famille respectables, etc., dans la société telle qu'elle est. Donc, la laïcisation des institutions et la sécularisation des mentalités ont largement produit ce phénomène de refoulement. Mais ce qui est spécifique avec l'exculturation, qui est un phénomène dont, à mon avis, on peut dater le commencement au tournant des années 60-70, c'est en fait que la sécularisation, la laïcisation des institutions et la sécularisation des mentalités n'avaient pas pour autant entamé le modelage culturel opéré par le christianisme et dans un pays comme la France par le catholicisme, un modelage de la culture en général, de nos institutions. Il est clair que c'est extrêmement difficile en France d'expliquer notre manière de nous rapporter à l'État, notre conception de notre rapport à l'argent, notre rapport à la famille, etc., sans faire référence à cette matrice catholique de la culture, quoi qu'il en soit par ailleurs de la croyance ou de la pratique religieuse, et sans référence à la religion. Or, à partir des années 70, l'hypothèse que je fais comme sociologue, c'est que ce tapis de la culture qui permettait à l'Église, alors même qu'elle n'avait plus qu'un nombre en décrue de fidèles, mais qui lui permettait en fait de parler un peu à tout le monde. Jean-Paul Sartre, dans L'être et le néant, qui dit « nous sommes tous catholiques ». C'était pas vraiment parce qu'il était un pilier de sacristie, c'est parce qu'il repérait cette présence invisible d'une matrice culturelle chrétienne et catholique dans la culture nationale. Or, ce qui me semble aujourd'hui, et c'est ce que j'essaye de cibler à travers ce concept d'exculturation, c'est la manière dont ce tapis culturel
en quelque sorte, est retiré des pieds de l'institution, si j'ose dire. Oui. En fait, à travers toute une série de facteurs, dont la fin d'une société rurale avec laquelle l'Église a partie liée à travers le système paroissial, à travers évidemment, bien sûr et avant tout, la modernité politique qui a fait descendre, qui a cessé de faire descendre la loi du ciel pour la faire monter du corps citoyen, avec la transformation du rapport à la science, etc., notamment une science qui n'est plus une science des lois, mais de plus en plus une science des aléas et des régularités. Et enfin, mais c'est pour moi le cœur de cette exculturation, une mutation radicale de la famille. Voilà, alors justement j'avais une question que je voulais vous poser à ce propos, parce qu'en effet vous faites de la révolution radicale de la famille et aussi de la sexualité depuis les années 60, hein, le principal facteur de l'exculturation du catholicisme. Et Lacan, déjà dans les années 30, parlait de déclin du nom du père, disparition, même aujourd'hui, hein, pulvérisation du père de la tradition dont les effets se font massivement sentir, on pourrait dire, à travers la revendication de chacun pour des modalités de jouissance, des modalités d'alliances multiples, etc. Et vous dites que, à l'heure actuelle, à part une frange très conservatrice de catholiques, même les catholiques eux-mêmes sont devenus plus ou moins indifférents à ce que l'Église peut prescrire en matière de contraception, de procréation, sur tous les sujets qui touchent à l'intime. De là, ma question, est-ce que l'Église, finalement, en se crispant sur des valeurs patriarcales qui semblent d'un autre temps, hein, en s'enfermant dans ce discours de résistance au changement, ne s'est pas fracassée, finalement, sur cet irrésistible mouvement de civilisation qui a profondément ébranlé les valeurs symboliques traditionnelles et qui probablement a aussi à voir avec les transformations de la science et du capitalisme. Mais... Oui. On ne va pas traiter l'ensemble du dossier, hein, mais ce qu'on peut dire, je m'accorde à votre propos, mais sachez bien que je suis sociologue, mais que mes références ne sont absolument pas psychanalytiques. C'est une chose qu'il faut préciser, on ne passe pas d'un genre à l'autre comme ça. En ce qui concerne le point de vue sociologique que je développe à ce propos, il est le suivant. En gros, l'avènement de la modernité politique a fracassé le rêve théologico-politique de l'embrassement du monde social par la religion, et notamment, en France, par le catholicisme romain. Ce mouvement d'expulsion de la sphère politique et de la sphère publique, et ce refoulement dans la sphère privée, hein, qui caractérise de façon générale la modernité politique. Hein, Kant disait les Lumières, ce qui caractérise les Lumières, c'est la séparation du public et du privé, et la religion, il la plaçait dans la sphère privée. Donc, ce refoulement dans la sphère privée a conduit l'Église, déboutée en quelque sorte de son projet de régie politique du monde, l'institution romaine a surinvesti la sphère familiale, y compris en développant un familialisme catholique incroyable, la famille et l'Église étant unies et dans une sorte de circulation permanente d'ailleurs des notions entre la paternité, la cellule familiale, les liens entre générations, etc., du religieux au familial et du familial au religieux. L'Église étant elle-même définie comme une famille et la famille humaine étant repérée comme petite Église. Ce dispositif a été extraordinairement renforcé au XIXe siècle par l'émergence, la naissance récente dans l'histoire de la famille conjugale, papa, maman, les enfants, comme noyau familial, ce qui est une idée neuve en Europe. Hein. La famille ne se définit dans cette version restreinte que à partir du XIXe siècle. Et donc le familialisme catholique, au fond, va endosser et fournir des instruments de légitimation au conjugalisme et au familialisme bourgeois du XIXe siècle qui invente la famille sous cette forme. Bien, ce dispositif de coagulation entre la construction
quasi-ecclésiologique de la famille par l'Église et du modèle bourgeois conjugal de la famille restreinte, ce dispositif va en effet exploser littéralement en vol à partir du moment où précisément ce qui permettait l'articulation de ces deux modèles, à savoir la structure hiérarchique du pouvoir, le père, la loi, la définition mâle du pouvoir au sein de la famille, etc. Tout ceci va se défaire, en gros, et c'est pour ça que le tout fameux tournant des années 70 est capital et crucial, c'est bien sûr les évolutions du droit de la famille, l'arrivée, l'émergence et la reconnaissance dans le droit de ce qu'on appelle aujourd'hui la famille relationnelle ou la famille horizontale, celle dans laquelle des sujets s'engagent les uns envers les autres de façon contractuelle. Oui, donc ce que vous dites, ça permet de mieux comprendre pourquoi, en effet, l'Église se crispe comme ça crie à la rupture anthropologique dès qu'il s'agit de réformer le droit de la famille. Voilà. C'est la panique totale. C'est la panique totale parce qu'on ne peut pas toucher à la structure familiale et à ce modèle hiérarchique et mâle du pouvoir sans ébranler en même temps le système romain. Les deux sont ont complètement partie liée. Et donc, oui, tout ce qui affecte ce modèle familial qui devient le gage de la communalisation de type Église, l'ébranlement de ce modèle familial est évidemment une catastrophe pour l'Église. Et évidemment, dans cet ébranlement, la question des femmes devient la plus cruciale. Elle devient la plus cruciale parce que la question et notamment de l'autonomie sexuelle des femmes est vraiment le tournant radical. Pour moi, le facteur majeur de l'exculturation, si j'ose dire, c'est l'accès à la contraception. Que les femmes deviennent maîtresses de leur fécondité, qu'elles ne soient plus inscrites dans une sorte de loi de la nature dont en fait le pivot est dans le pouvoir masculin dans l'ensemble, aussi bien dans l'intime que dans le social, eh bien il est clair que c'est pour l'Église quelque chose qui ébranle fondamentalement le dispositif de repli qu'elle a opéré pour sauver en quelque sorte sa visée d'englobement du monde social en s'appuyant sur la cellule familiale. Si vous le voulez bien, je voudrais vous poser une question qui va un peu dans le même fil que ce que Aurélie vient de vous demander. J'étais très sensible à l'ensemble de votre livre, mais c'est un point particulier sur lequel je voudrais revenir, auquel je suis sensibilisé par ma clinique psychanalytique, de patients, de culture catholique profonde, ou même de prêtres en analyse. C'est la remarque que vous faites sur la place de l'imitation de Jésus. Et du coup, cette idée de la rédemption par la souffrance. Vous notez à juste titre qu'évidemment, ça ne va pas du tout dans le sens de ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui, qui est le développement personnel et le bien-être corporel. Mais en même temps, on peut se demander dans quelle mesure il n'y a pas là un élément essentiel qui va avec la cléricature, un élément essentiel de la difficulté que vit l'Église catholique aujourd'hui, dans ce refoulement du sexuel au profit d'une idéalisation d'un amour désexualisé qui amène à ce que ce qui est refoulé fasse retour. Et dans la clinique, il me semble que ça fait retour soit sous forme masochiste, soit sous forme de délit sexuel. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui touche au cœur du problème ? Oui, alors il faudrait rentrer quand même dans une histoire un peu plus complexe de la spiritualité pour moduler ce que vous venez de dire. Oui, il y a quelque chose, la trame de ce que vous venez de dire correspond effectivement à, je pense, du côté du clergé notamment, à quelque chose qui est, vous le verrez, vous invoquez votre expérience clinique et ça ne m'étonne pas que ce type d'observation vous puissiez le faire. Il reste que si on se rapporte à la question plus largement,
on s'aperçoit qu'il y a une histoire, enfin, on ne peut pas opposer morale catholique ou spiritualité catholique et idéologie ou vision de l'accomplissement de soi contemporain. Il y a des médiations dans lesquelles le christianisme et le catholicisme romain joue un très grand rôle. Car en fait, il y a une tension permanente qui existe, en gros, depuis... parce que la spiritualité doloriste, la rédemption par la souffrance, bon, elle est exacerbée, hyperbolisée au XVe siècle, mais en fait, dès le XVIe, surtout dès le XVIIe siècle, le second XVIIe siècle, on voit apparaître dans la spiritualité catholique tout un courant d'une spiritualité du Dieu près du cœur, du Dieu proche, sensible aux besoins humains. Toute l'école française de spiritualité est imbibée de cette idée, au fond, d'un Dieu soucieux de l'humain et soucieux des besoins des hommes. Jean Delumeau, dans son livre L'invention des anges gardiens, Jean Delumeau, à propos de l'invention des anges gardiens, au fond, ferait remonter probablement ce souci du bien-être spirituel très en amont, puisque, au fond, l'ange gardien, c'est celui qui représentait cette sollicitude divine auprès de l'humain. Donc il y a en fait une tension qui, selon les époques, la tension entre la rédemption par la souffrance d'un côté et de l'autre, le souci de l'accomplissement de soi en Dieu, et les valences varient selon les époques. Il y a des époques très doloristes et il y a des époques qui le sont beaucoup moins. On s'aperçoit qu'au XIXe siècle, l'Église a contribué d'une façon très importante à développer une spiritualité, y compris une spiritualité conjugale, dans laquelle la rencontre sexuelle était aussi le lieu d'une expression de la relation pacifiée à un Dieu sensible aux besoins humains. Donc, il ne faut pas caricaturer les choses. Par contre, ce qui me paraît très important, c'est la manière dont on passe d'une spiritualité de l'accomplissement de soi en Dieu, quelle que soit la forme doloriste ou pas qu'on lui donne, de l'accomplissement de soi en Dieu, comment on passe de cette vision-là à une vision séculière de l'accomplissement de soi avec ses propres ressources. Et ses propres ressources psychologiques, la réalisation de son moi. Alors là, je pense qu'il y a un travail à faire, enfin moi c'est des choses sur lesquelles j'ai pas mal travaillé à certains moments, autour de ce passage, qui correspond d'ailleurs à la séquence que j'évoquais tout à l'heure, la même séquence d'affirmation de l'individualisme subjectif, de la modernité psychologique, comme disait Baudrillard. Eh bien, c'est dans ce moment qu'on assiste à un glissement, au fond, d'une conception spiritualisée possible de l'accomplissement de soi à une vision, disons, d'un accomplissement strictement individuel et qui perd ses racines dans la tradition chrétienne. Mais je pense qu'il ne faut pas caricaturer trop ce processus. Merci Danielle Hervieux-Léger pour cette conversation absolument passionnante. Nous allons poursuivre cette émission par la rubrique Actualité de la psychanalyse. Philippe Degeorges, donc vous êtes psychanalyste à Nice, membre de l'école de la cause freudienne, membre de l'Association mondiale de psychanalyse, et vous allez nous parler aujourd'hui des prochaines journées d'études de l'école de la cause freudienne, dirigées par Éric Zuliani, Anaëlle Leibovitz-Kénéen et Alice Delarue, et qui auront lieu en visio les 19 et 20 novembre prochains. Alors, quel objet ces 52e journées de l'ECF vont-elles mettre à l'étude cette année ? Alors, les 52e journées pivotent autour d'une phrase qui résume en quelque sorte, d'ailleurs Hélène de la Bouillerie l'a évoqué tout à l'heure, quelque chose qui est dans l'air du temps, qui est « je suis ce que je dis ». Cette espèce d'auto-affirmation qui se présente même comme une autonomination. Parfois, je me nomme moi-même. Alors, c'est dans l'air du temps,
Et c'est quelque chose qu'on retrouve en particulier dans le discours qui tourne autour de la question trans. En effet, ça a été épinglé à partir de propos de sujets venant consulter avec des problèmes, en se présentant comme trans, en transition par exemple, où cette affirmation « je suis ce que je dis » apparaît en filigrane et traduit la position du sujet. C'est dans l'air du temps et c'est un postulat qui trouve son origine dans quelque chose qui circule depuis quelques dizaines d'années. Et en particulier, tout le monde a noté le lien qu'il y a entre ça et les théories de Judith Butler. Judith Butler, je reprends rapidement quelques phrases. « Le sexe n'existe pas. Il n'y a que le genre. Le genre est performatif et donc radicalement libre. L'énoncé produit ce qu'il nomme. » Voilà donc comment, en quelques phrases que j'ai empruntées à Judith Butler, on peut dire qu'il y a un fond qui arrive effectivement à cette façon de formuler. Si je dis « je suis un homme », et cela reste tout à fait indiscutable et ne peut pas être dialectisé. Alors, ce discours qu'on entend très souvent a comme premier effet évident de nier les déterminations génétiques, anatomiques, qui font qu'un nouveau-né est à la naissance déclaré d'un sexe ou d'un autre par les parents, sauf quand il y a des ambiguïtés qui sont repérées par le corps médical. Il est repéré, il est identifié sur ce mode et on dit c'est un garçon ou c'est une fille. Le discours « je suis ce que je dis » effectivement évacue ces données-là en les réduisant à quelque chose qui est appelé une assignation. On voit, il a été assigné par l'autre à la naissance comme garçon ou comme fille, mais son être est différent. Et donc, du coup, l'assignation par l'autre, ou le fait que les parents et l'état civil inscrivent une identité sexuelle, n'apparaît que comme un caprice de l'autre, ou quelque chose qui relève d'une volonté abusive pour le sujet. Alors, évidemment, on est obligé d'admettre que la psychanalyse n'est pas du tout indifférente à cette mutation des discours. Il y a des choses chez Judith Butler qui nous intéressent beaucoup, et elle n'est pas indifférente à ça parce que le discours analytique a évolué là-dessus. On se souvient que Freud disait « l'anatomie, c'est le destin ». Ce qui ne voulait pas dire que ce que l'anatomie prescrivait valait à vie pour tout sujet, puisque Freud était au courant de ça et qu'il lui-même parlait de la bisexualité de tous les sujets humains, mais qui voulait dire qu'il y avait une contingence. On naissait avec un sexe anatomique, exactement comme on est dans un milieu social ou dans un pays donné. Et il y a là une contingence qu'il faut pouvoir assumer. Dans notre champ, nous sommes sensibles au fait que Lacan a pris du champ, si je puis dire, avec cette affirmation freudienne, dans la mesure où, pour Lacan, effectivement, le rapport de chacun de nous à son être sexué est quelque chose à quoi il a donné un nom, je crois que c'est un néologisme de sa part, sexuation, c'est-à-dire que c'est un processus subjectif qui fait que chacun de nous subjective à sa manière quelque chose qui lui permet de se poser sur un certain mode masculin, féminin ou autre. Et Lacan pose cette dimension comme quelque chose qui est un travail que l'on fait à partir du rapport de chacun aux autres qu'il rencontre, à ses expériences et en particulier à l'émergence de la sexualité chez lui, son rapport avec autrui et son rapport à la jouissance qu'il vit. Le sous-titre de ces journées, c'est « Déni contemporain de l'inconscient ». Voilà. En quoi l'inconscient freudien, au fond, met à mal l'idée de « je suis ce que je dis ». Voilà. Alors, c'est plutôt l'inverse. Ce discours contemporain met à mal la position analytique qu'Hélène évoquait tout à l'heure. C'est-à-dire que le point de départ de Freud, c'est que je ne sais pas ce que je dis. Je dis quelque chose, je l'affirme, mais vous pouvez très bien dire, oui, mais de qui tu le tiens ? Comment ça t'est venu ? À quel moment tu as eu cette idée que peut-être tu étais d'un autre sexe ou ta race te pesait, ou etc., etc.
Et donc, effectivement, le « je suis ce que je dis » est ce que nous considérons comme un déni contemporain de l'inconscient freudien, c'est-à-dire de cette hypothèse qui est que le sujet est divisé. Il est divisé aussi bien par les signifiants qu'il reçoit de l'autre, la fameuse assignation, que par les objets auxquels il est confronté et les objets de sa jouissance. Freud déjà considérait qu'il y avait là quelque chose quand il disait, par exemple, « le moi n'est pas maître en sa demeure », eh bien, il disait qu'il y avait là une blessure narcissique qui affectait le sujet moderne et qui justifiait tout à fait, notamment, le rejet de la psychanalyse. Or, effectivement, la psychanalyse constate, malgré ce genre d'affirmation tout à fait radicale, constate que le désir des autres et le discours des autres nous marque, nous agit, nous conditionne, comme dit l'autre, à l'insu de mon plein gré. Et alors qu'exprime cette formule « je suis ce que je dis » concernant le malaise dans la civilisation ? Alors, je crois que tout le monde, pas simplement dans notre champ, tout le monde constate, tout à l'heure Madame Hervieux-Léger le montrait à travers ce qu'elle disait de la religion, constate que le moi a pris une importance croissante dans notre société, au point que les prétentions, le culte du moi est à l'ordre du jour, et que les prétentions mégalomaniaques et fallacieuses qui sont celles du moi aboutissent à une sorte d'idée d'auto-engendrement. Je peux affirmer ce que je suis et affirmer mon être indépendamment de toute détermination. Alors évidemment, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Lacan utilise à un moment l'expression, il dit que les choses cheminent dans les profondeurs du goût, depuis longtemps. Madame Hervieux-Léger le disait, depuis les Lumières, Kant, qu'est-ce que les Lumières ? Et puis Hegel, sur l'autonomie. Nous sommes imprégnés de l'idée qui conduit aujourd'hui à l'importance que nous donnons à l'individu, nous sommes imprégnés de l'idée de l'autonomie. Mais l'autonomie, ça veut dire que la loi n'est pas divine, elle ne nous vient pas d'en haut une bonne fois pour toutes, c'est un processus qui se construit à partir des hommes, des humains, dans leur contrat social, et donc l'autonomie, nomos, ça n'est pas la même chose que l'autonomination. Et l'histoire, comme la clinique, nous montre que nous sommes d'autant plus autonomes, c'est-à-dire capables de dire oui ou de dire non, et capable d'être responsable de notre parole, de nos actes, de nos engagements, à condition de reconnaître justement la part que nous devons à l'autre, et donc l'hétéronomie qu'il y a dans le fait que nous sommes inscrits dans des filiations. Et chaque fois qu'on observe un déni de toute cette prégnance de l'autre, on constate au contraire que ce qui se passe, c'est des formes spectaculaire d'autodestruction, de haine de soi, et on voit effectivement que s'il y a une certaine euphorie maniaque à prétendre qu'on est tout seul, qu'on se détermine tout seul et à rejeter l'autre, le résultat c'est un égarement, l'ennui et la tristesse. Pour conclure, est-ce que en quelques mots vous nous diriez pratiquement comment vont s'organiser ces journées ? Alors, on saute effectivement à cette question tout à fait essentielle. Il faut s'inscrire. Il faut que chacun qui est intéressé par cette question, dans notre champ, mais aussi très largement, s'inscrive à ces journées qui, comme ceux qui sont ici le savent, se passent en 2 journées. Il y a une journée consacrée à la clinique, où une centaine de collègues exposent des cas qui ont trait avec le thème, qui l'illustrent, ou qui le critiquent, et qui montre comment des sujets particuliers sont confrontés à une auto-affirmation ou au contraire au poids de l'autre. Donc ça, c'est la journée du samedi, 100 cas qui sont sélectionnés à partir de 200 cas qui ont été reçus en salles multiples. Et vous savez que cette année encore, on est un peu dans les contre-coups de la Covid, la journée aura lieu en visio. Le dimanche Et le dimanche, par contre, c'est une séance plénière
où des psychanalystes vont exposer les tenants et les aboutissants de notre thème, mais où aussi on va rencontrer des gens qui ne sont pas de notre champ et auxquels nous allons nous confronter. Nous verrons des cliniciens qui tireront des choses de leur expérience, mais nous verrons aussi, comme à chaque fois dans nos journées, des gens d'autres champs, d'autres disciplines qui viendront dialoguer. Alors là, c'est encore le secret, donc je ne vous divulgue rien, je ne sais pas tout moi-même, et on découvrira ça. C'est toujours passionnant de voir d'autres gens qui viennent. Et donc pour s'inscrire Pour s'inscrire, il y a le site de l'école, voilà. Sur lequel il y a un onglet qui s'appelle événements, qui permet de trouver les J52 et de s'y inscrire rapidement pour y trouver sa place. Merci beaucoup. Merci à vous. Philippe de Georges. C'est la fin de cette émission de Studio Lacan. Vous pouvez visionner les émissions précédentes sur la chaîne YouTube Lacan Web Télévision. Au revoir. Merci, au revoir. Mm.